Au sud-ouest de la Sardaigne se trouve l'archipel des Sulcis. Il comprend 2 îles principales, San Pietro et Sant'Antioco, et 5 petites îles, dont une seule est habitée. Sant'Antioco est la 4e plus grande île d'Italie et la plus étendue de l'archipel. Elle est reliée à la Sardaigne par un pont routier. Sant'Antioco est à la fois le nom de l'île et de sa ville principale, qui passe pour l'une des plus anciennes d'Italie. Cette île est habitée depuis le 5e millénaire avant Jésus-Christ. Elle a connu une histoire riche en rebondissements. Divers peuples l'ont occupée au fil des siècles et y ont laissé leur empreinte. Notre île a toujours joué un rôle très important pendant des siècles et des siècles. Son port surtout. C'est là qu'on abordait les Phéniciens, les Carthaginois, puis les Romains. Les Phéniciens débarquent au 8e siècle avant Jésus-Christ et fondent ici leur première colonie sarde. Ils y ont trouvé un port sûr, dans leur langue Sulci, qui deviendra Sulci. Sulci bénéficie d'une position géographique très stratégique pour le commerce maritime, ce qui lui vaudra d'être convoité par d'autres conquérants, les Carthaginois et les Romains, qui développeront leur réseau de routes commerciales. Mais Sulci attire aussi les pirates et les corsaires. La colonie est régulièrement mise à sac et ses habitants chassés de chez eux. Beaucoup prennent la fuite. Vers 1600, les insulaires baissent définitivement les bras. Sulci devient une ville fantôme et le restera pendant près de 2 siècles. Je m'appelle Anna Carla Mariani et je suis guide touristique. Je travaille sur le site archéologique de Sant'Antioco pour la coopérative Archéotour dont je suis membre. L'île se repeuple au milieu du XVIIIe siècle, à l'époque où la Sardaigne était le royaume des ducs de Savoie. C'était une volonté politique de la part de la Maison de Savoie de repeupler toutes les côtes de l'île. De nombreuses familles sont donc venues de Sardaigne et ont donné vie à cette nouvelle colonie qui allait devenir Sant'Antioco. Aujourd'hui, la plupart des insulaires vivent de la pêche, de l'agriculture ou du tourisme. Sant'Antioco est d'origine volcanique. Sa côte ouest comporte des reliefs très abrupts, tandis qu'à l'est, le littoral est assez plat, fait de plages de sable et de lagunes. Nous sommes la première école de sport aquatique de l'île de Sant'Antioco et j'ai été le premier à surfer dans cette lagune. C'était en 2004. Il n'y avait personne et pas le moindre centre de kitesurf ou de planche à voile à l'horizon. À partir de là, j'ai rêvé de créer quelque chose qui n'existait encore nulle part ailleurs. Mon métier, c'est ma vie. Je ne fais pas ça pour l'argent, mais pour le plaisir. J'adore la vie que je mène ici. C'est ça ma richesse. Je m'appelle Gigi Madedou, je suis né à Sant'Antioco et je suis passionné de sport nautique. J'adore la planche à voile, le kitesurf et le wingfoil. Et je suis le propriétaire du club de voile Sabara. On a beaucoup de clients de plus de 60 ans. Quand on voit ces gens arriver au club,
hommes ou femmes. On leur demande ce qu'ils aimeraient faire. Et ils répondent « Je veux faire de la planche à voile, ou du kitesurf, ou essayer le wing foil, parce que c'est un tout nouveau sport. » Au début, on a envie de leur dire « Waouh, vous êtes un peu trop vieux pour faire ça. » Mais au bout du compte, on est toujours admiratif. On n'a plus qu'à espérer être aussi motivé qu'eux à leur âge. Aujourd'hui, le club de voile de Gigi attire des amateurs de sport nautique du monde entier. Même le rider belge Jentel Kaers, champion du monde de freestyle, vient s'entraîner ici pour allier sport et vacances. La lagune offre aux sportifs professionnels comme aux amateurs des conditions idéales. Marco Laterza est moniteur de kitesurf au club Sabara. Ici, on a deux vents, le Mistral du nord-ouest et le Sirocco du sud-est. Dans beaucoup de spots, il y a un seul vent propice au kitesurf. Et quand il tourne, on ne peut plus surfer. Ici, quand le vent change, ce n'est pas un problème. Cette lagune, avec ses eaux plates et peu profondes, nous permet de faire court par n'importe quel vent ou presque. Cela en fait un spot de rêve pour tout passionné de sport nautique. L'idée m'est venue la première fois que j'ai surfé ici, parce que je me suis dit « Waouh, c'est un endroit vraiment sûr, aussi bien pour les débutants que pour les pros. » C'était donc le meilleur des spots pour ouvrir un chouette club de sport. Pour nous, tous ceux qui viennent ici sont des champions, dans le sens où on a envie de partager notre amour pour ces disciplines avec tout le monde. Les bons moments dans l'eau, mais aussi hors de l'eau. Ce travail, c'est plus une passion qu'un métier. Les Flamands sont une des grandes attractions touristiques en Sardaigne. Ils font halte en large colonie dans un marais salant qui s'étend sur plus de 20 km le long de la côte, jusqu'aux portes de la ville de Sant'Antioco. Ces dernières années, on a observé un afflux massif de flamands dans ces marais salants. Ces marais sont gérés par l'homme. Et en l'occurrence, l'homme tâche de préserver l'habitat naturel idéal des flamants roses. Un lieu qui leur sert à la fois de refuge et de garde-manger. Je m'appelle Carlotta Puddu. Je suis guide nature pour l'Eco-Istituto Mediterraneo, l'éco-institut méditerranéen. L'organe qui assure la gestion du centre d'éducation à l'environnement de l'île de Sant'Antioco. L'espèce qui séjourne sur l'île de Sant'Antioco et plus généralement en Sardaigne est le flamant rose, dont l'iris est jaune. C'est une espèce qui hiverne en Sardaigne. Depuis 1993, elle nidifie dans les zones humides autour de Cagliari, la capitale. Elle a donc trouvé un site de reproduction, là même où elle ne faisait jusque-là que passer lors de sa migration vers ses quartiers d'hiver. Les mâles,
plus gros et plus lourds que les femelles, atteignent 1,50 m pour une envergure d'environ 1,60 m. Les crevettes roses constituent l'essentiel de l'alimentation de ces élégants échassiers qui doivent leur couleur rose au carotène contenu dans les crustacés. Les deux sexes s'adonnent à des parades nuptiales. Chaque année, ils dansent pour trouver un nouveau partenaire. La femelle pond un œuf unique, mais tous les petits d'une même colonie sont élevés ensemble. Dès qu'ils sont assez grands pour voler, ce sont de formidables migrateurs. Ils sont capables de parcourir 80 km pour trouver de quoi manger. Et autant au retour vers leur lieu de nidification, par exemple, où les attendent leurs petits. Massimo Olla récolte de la fleur de sel. Celle-ci forme une fine couche de cristaux blancs à la surface des marais salants. Comme le gros sel, c'est un sel marin à gros grains, mais sa saveur est plus douce. Et grâce à une structure granulaire molle et humide, ils fondent plus facilement en bouche. Ces précieux cristaux nécessitent une méthode de ramassage plus délicate. Je suis en train de récolter la fameuse fleur de sel. Je dois ramasser ces sortes de petits nuages de sel avant qu'ils ne se déposent au fond. Ce sont des nuages de chlorure de sodium. La fleur de sel est un sel pur, tel que la nature le crée. On nous appelle les paysans de la mer, nous, les sauniers, parce que nous cultivons les eaux pour qu'elles nous donnent ce produit merveilleux qu'on récolte chaque année en 2 temps. Généralement, la première récolte s'étale sur juin-juillet et déborde un peu en août. Puis, en septembre, nous faisons une seconde récolte plus importante que nous vendons à nos divers clients. Tout ça, c'est naturel, non lavé, non traité, issu d'un travail manuel, artisanal. L'eau de mer est dirigée dans des bassins de faible profondeur, où sous l'action combinée de la chaleur, du soleil, de la sécheresse et du vent, elle s'évapore en laissant affleurer ses cristaux blancs. Tandis qu'au fond se déposent les cristaux gris qui seront ramassés à la machine. Nunzio Piazzolla est le nouveau directeur de la saline. Le sel marin présente des caractéristiques très spécifiques. Sa particularité est qu'il ne subit aucune altération durant le processus de cristallisation. Tout est dicté par le soleil, l'eau et le vent. Ce mode de production est largement employé pour la transformation du sel destiné à un usage alimentaire. 150 à 180 000 tonnes de sel sortent chaque année de cette saline pour alimenter le marché européen. À partir de 1754, de nombreuses familles débarquent sur l'île et obtiennent des terres en concession. Beaucoup de celles qui arriveront dans un second temps, probablement du fait qu'elles ne bénéficient pas d'aussi bon soutien,
n'obtiendront rien, mais s'établiront malgré tout à Sant'Antioco. Sans domicile, elles décideront d'ouvrir les tombes puniques qui se trouvent sur ce versant de la colline et d'en faire leur maison. Ces habitations prendront le nom de grottes et les familles qui les habitent seront surnommées les Gruttaios. Nous sommes ici dans la nécropole punique de Sulci, une nécropole qui compte de nombreux hypogées. Ce sont de véritables chambres funéraires creusées dans le tuf. Les Carthaginois ont aménagé dans cette grande colline plus de 1500 tombes à chambre dans lesquelles ils ont enseveli leurs défunts entre le 6e et le 3e siècle avant Jésus-Christ. Ces tombes ont été réutilisées à la période romaine puis paléochrétienne. Notre île joue un rôle non négligeable dans l'histoire chrétienne, en cela qu'elle est le berceau du patron de la Sardaigne, le martyr Sant'Antiochus de Sulci. Selon la légende, Antiochus de Sulci a converti de nombreuses personnes au christianisme. La basilique de Sant'Antioco a été érigée en son honneur et l'île rebaptisée pour porter son nom. Il est aujourd'hui le saint patron de toute la Sardaigne. Nous allons voir un herbier de Posidonie. Ce n'est pas une algue, mais une plante à fleurs endémique de la Méditerranée. Et elle forme de véritables prairies sous-marines, des sortes de forêts qui sont les poumons verts de la Méditerranée. Aujourd'hui, la Posidonie ne pousse plus que sur 3% du plancher marin méditerranéen. Pour croître, elle a besoin de conditions bien spécifiques qu'elle trouve autour de la Sardaigne. Ces herbiers abritent différents organismes, dont une espèce menacée, la grande nacre, le plus grand coquillage bivalve de Méditerranée. En voici une. Oui, et elle est debout, Magnifique. donc elle est vivante. Oui, j'ai vu. Quand les grandes nacres sont couchées, c'est qu'elles sont mortes. Ça peut être dû à un phénomène naturel, physiologique, mais aussi à un parasite qui les attaque depuis 2 ou 3 ans et décime leur population. Ce parasite se multiplie avec la hausse de la température de la mer. La temperatura e quindi per l'innalzamento delle temperature nei nostri mari e la sta purtroppo decimando. Pour protéger la grande nacre ou Pinna nobilis, il faut d'abord protéger son habitat, en l'occurrence les herbiers de Posidonie, c'est-à-dire éviter d'y ancrer des bateaux, d'y pratiquer la pêche au chalut, tout ce qui peut la déloger. Et bien sûr, il ne faut pas la pêcher pour l'utiliser comme objet de décoration. La Pinna nobilis est endémique de Méditerranée. Ici, à Sant'Antioco, c'est un coquillage symbolique, car il renvoie à une tradition, le tissage du byssus. Le byssus est la bave sécrétée par le mollusque sous la forme de filaments qui sèchent au contact de l'eau de mer. Le textile obtenu en les tissant, appelé soie de mer, capte la lumière et prend un aspect doré. Appréciées dès l'Antiquité, ces fibres naturelles ont donné naissance à un artisanat qui ne s'est jamais éteint en Sardaigne, même s'il a cessé d'être pratiqué à des fins commerciales dans les années 1940.
Une toute autre tradition perdure à Calasetta. Je suis originaire de Calasetta et j'aime cette ville de tout mon cœur. D'ailleurs, je fais partie d'un groupe de joueurs de sérénade traditionnelle. C'est quelque chose que j'ai hérité de mon grand-père qui était chanteur. Et tous ensemble, on entretient cette tradition qui nous a été transmise par nos aïeux. Je m'appelle Roberto Cinsu. Je suis l'adjoint au maire de Calasetta et un membre passionné du groupe des sérénades en tant qu'accordéoniste. Calasetta est une petite bourgade située sur une petite île sarde. Alors elle est parfois un peu oubliée. Mais pendant ces moments de poésie, on ne peut que l'aimer infiniment. Grâce au ferry, insulaires et touristes peuvent se rendre sur l'île voisine de San Pietro. Elle est nettement plus petite que Sant'Antioco, mais elle a tout autant à offrir. De magnifiques côtes rocheuses au nord, des plages de sable au sud et une commune, Carloforte, qui a été désignée comme l'une des plus belles d'Italie. C'est là que se concentre la majeure partie de la population de l'île. Sur San Pietro aussi, un artisanat traditionnel est soigneusement entretenu. Notre travail consiste à construire, réparer et restaurer des bateaux en bois. Nous réalisons surtout des embarcations typiques de Carloforte, les gozzi, qui sont des barques à voile latine. Sur ce chantier, nous fabriquons principalement des coques traditionnelles en bois. Nous utilisons encore les gabarits qui ont servi à fabriquer les anciens gozzi, si bien que nous respectons parfaitement une tradition séculaire.
Je m'appelle Antonio Sanna et je suis l'un des 2 derniers maîtres charpentiers de marine de Carloforte. Avec son ami Antonio Mariano Lapica, Antonio Sanna restaure ce bateau depuis déjà 2 ans. Il devrait être prêt l'an prochain pour l'été. Le coût d'une telle restauration s'élève à quelques 60 000 €. C'est une restauration exceptionnelle. Nous avons dû changer tout le bordage et une grande partie des couples de la membrure qui étaient cassés ou écrasés. Bref, un désastre. Par chance, j'ai décidé d'exercer ce métier quand il y avait encore plusieurs chantiers en activité. Alors j'ai pu faire mes armes et acquérir des compétences manuelles auprès de divers artisans en fin de carrière. Des gens qui avaient plus de 80 ans, comme Rossini à côté, qui a arrêté à plus de 90 ans. Autant dire qu'ils avaient une immense expérience. Antonio et son équipe ne construisent plus que rarement de nouveaux Gozzi. La demande est trop faible. Mais en redonnant un coup de jeune aux anciens, ils empêchent cet artisanat de tomber dans l'oubli. Je m'appelle Elena Giampaolino et je suis monitrice de plongée. Je travaille pour une école qui s'appelle Isla Diving. Nous proposons des sorties plongées tout autour de l'île de San Pietro. Cette île est magnifique, tout comme ses fonds marins. Nous cherchons à en faire profiter aussi bien les plongeurs que les non-plongeurs, à les intéresser le plus possible à la mer. Autour de l'île, on observe divers types de fonds, des hauts fonds, des couloirs, des grottes. Après ses études de psychologie, Elena Giampaolino a tourné le dos à Rome et à la vie urbaine pour ouvrir une petite école de plongée ici. Avec Francesca et Enrico, elle propose aux touristes d'explorer le monde sous-marin des alentours de San Pietro. Nous sommes allés dans une grotte, une cavité volcanique, parce que cette île est le résultat d'une éruption. Les fonds sont donc très particuliers, avec notamment des tunnels laviques. C'est un lieu vraiment unique. À l'intérieur, on a vu des corbeaux de mer, qui sont de très beaux poissons, et une langouste. Il y a des trous qui laissent passer la lumière. C'est magnifique. Ces dernières années, j'ai constaté une diminution des populations de poissons dans les fonds marins. On pratique une pêche assez intensive par ici. Il y a beaucoup de pêcheurs en apnée.
Depuis un an, il est question d'instituer une aire marine protégée. Et nous luttons activement pour que le projet se concrétise. Au printemps, Elena propose des plongées parmi les thons rouges. C'est l'époque où chaque année, cette espèce convoitée et fortement menacée passe près des côtes de San Pietro en rang serré. Ces thons sont sur le chemin migratoire qui les mène de l'Atlantique à leur zone de frai dans la mer Noire. Voilà des siècles qu'on pêche les thons rouges au large de Carloforte. Madrague, huile de coude et savoir-faire sont les éléments clés de la méthode traditionnelle que l'on continue à y employer. La pêche à la madrague est une pêche durable, contrairement au dispositif de concentration des poissons utilisé dans l'océan Pacifique et qui consiste à piéger les bancs de thon dans des filets en les encerclant et à tout prendre. Pas seulement les thons, mais tout ce qui voyage avec eux. Des poissons-lunes, des tortues, des dauphins. Ce type de pêche est l'un des plus destructeurs, alors que la pêche à la madrague est une pêche sélective. On ne capture que les thons. À Carloforte, la saison de la pêche au thon commence fin avril et s'achève début juillet. En début de saison, on propose des plongées avec les thons dans les madragues, qui sont des dispositifs très spéciaux. Cette expérience, on ne peut la faire qu'ici en Italie. Ce mode de pêche traditionnel n'est plus pratiqué que dans de rares endroits en Méditerranée. Un long filet tendu en ligne droite en direction du large oriente le banc de poissons vers la madrague. Une enceinte de filets à compartiments, dans laquelle les thons sont pris au piège, dirigés irréversiblement d'un espace à l'autre jusqu'à atteindre la chambre de mort. Celle-ci se trouve au centre des bateaux de pêche positionnés en cercle. Contrairement aux autres espaces, elle possède un fond en filet, de manière à ce que les poissons puissent être relevés. Pour les thons, c'est la fin du périple. Ce dernier chapitre sanglant s'appelle la matanza, la mise à mort. Ce système peut sembler assez cruel à première vue, mais les organisations écologiques le considèrent comme le plus durable des dispositifs de pêche au thon. Il n'est employé qu'une fois par an et ne prélève qu'une petite partie de la population de thon rouge. De plus, le système de chambres successives permet de trier les poissons. Seuls les individus les plus massifs s'y font piéger. Les jeunes en ressortent sains et saufs. Les adultes pêchés sont transformés et mis en conserve sur l'île même. Je m'appelle Pierre Greco et ce que vous voyez derrière moi, c'est la conserverie de thon de Carloforte que ma famille a racheté au vice-roi d'Espagne en 1654. Quand, au XIXe siècle, on a commencé les conserves de thon, d'abord la salaison, puis la mise en boîte, on a construit cette usine sur l'île de San Pietro. Au fil du temps, les processus de conservation se sont perfectionnés. Cette usine a été l'une des premières à utiliser des stérilisateurs fonctionnant au carbone. Ils sont encore là aujourd'hui, de même que les anciennes installations de cuisson du thon. Les quotas de thon sont un système qui a été mis en place il y a une quinzaine d'années, essentiellement pour préserver les stocks. On a considéré qu'il fallait contrôler la pêche de la meilleure façon possible.
Le système de quotas a fonctionné en cela que les stocks de thon se sont largement reconstitués. Malheureusement, il n'est pas parfaitement bien appliqué. Il y a encore une trop grande tolérance vis-à-vis de la pêche illégale. La pêche au thon traditionnelle n'est plus très rentable, mais elle attire les touristes. Le thon rouge de Carloforte demeure l'un des plus convoités au monde. Je m'appelle Secondo Borghero et je suis chef cuisinier. Mais un chef qui tient compte de sa brigade. Le thon n'est pas un produit qui a bon goût toute l'année. C'est un poisson très changeant. Tout dépend du pourcentage de graisse que contient sa chair. La meilleure période est la fin du printemps, début de l'été, parce que c'est pendant la reproduction que les poissons déploient toutes leurs qualités organoleptiques. Nous préparons un plat qui s'appelle la caprunada. Il a été inventé pour utiliser tous les morceaux de thon qui ne sont pas utilisés lors de la mise en conserve. La base de ce plat est la galetta, le biscuit de mer, un pain sec utilisé par les marins quand ils ne pouvaient pas avoir de pain frais. Dans ce restaurant, nous avons deux mots d'ordre, matière première et cuisine locale. Nos recettes doivent être adaptées à la matière première, et non l'inverse. Ce n'est pas la matière première qui doit s'adapter aux desiderata du chef. À Carloforte, on est sans cesse renvoyé à l'histoire à rebondissement de San Pietro, en entendant la langue des insulaires notamment. Le tabarquin, un dialecte ligurien aux influences arabes. Des pêcheurs originaires de Ligurie l'ont rapporté de Tabarka, l'île située au large de la Tunisie. Leurs ancêtres l'avaient colonisé avant qu'eux-mêmes ne décident de venir s'établir ici, au début du XVIIIe siècle. Au printemps, les falaises abruptes qui bordent les côtes du nord de l'île reçoivent la visite des faucons d'Éléonore. Le faucon d'Éléonore est un oiseau qui migre sur de longues distances. Il arrive chaque année entre mai et juin de Madagascar pour nidifier sur les petites îles de la Méditerranée et repartir à la fin octobre ou au début du mois de novembre.
Je m'appelle Luciano Durante et je suis responsable du sanctuaire Lipu de Carloforte. La colonie de San Pietro est d'une grande importance pour cette espèce de rapace. Elle compte entre 120 et 140 couples. Carloforte, ou plus généralement l'île de San Pietro, est un centre névralgique pour l'étude du faucon d'Éléonore. Cet oiseau de proie nidifie dans le nord de l'île, au sein d'une zone de 414 hectares. Luciano et ses collègues sont chargés de le protéger de touristes, pas toujours très respectueux. Je suis de Carloforte, comme toute ma famille depuis des générations, peut-être même depuis toujours. Comme tous les habitants de Carloforte, je suis allé faire mes études à Cagliari, la capitale de la Sardaigne. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir revenir sur mon île, avoir une opportunité de travail ici. Mais ces faucons me l'ont fourni, et depuis je ne l'ai plus quitté, et j'y suis très heureux.